Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'assister à cette keynote consacrée au slow recrutement et à l'inbound marketing qui est sa dimension sourcing. Alors, merci de m'avoir introduit. Il y a un mot qui n'a pas été employé, c'est le mot de marketing. En fait, je suis pas vraiment du CRA et du recrutement, je suis plutôt un marketeur dans l'âme et même dans la formation. Donc aujourd'hui, on va quand même parler marketing, mais ce sera à la fin, et rassurez-vous, je vais le faire de façon assez pédagogique. Qui d'entre vous, ici, a déjà entendu parler de ces concepts d'inbound et ces concepts de slow recrutement? Est-ce que, levez la main, n'hésitez pas, hein, si c'est... Ok, à peu près, à venir, je dirais 10%. Donc je vais... Rassurez-vous, en fait, l'explication va vraiment être... la plus simple possible et on ne va pas aller sur le détail, en tout cas de l'ensemble de la méthodologie. Alors, on va commencer par cette citation que j'aime beaucoup, qui retrace bien en fait cette philosophie de vouloir d'associer ensemble le concept de agir vite et agir bien. On fait toujours assez vite ce qu'on fait assez bien. Donc, est-ce que vous connaissez l'auteur de cette citation ? Pas très connu. Il s'appelle Auguste, c'est le fondateur de l'Empire romain. Auguste, c'est son surnom en fait. Il s'appelait comme ça en vrai. Donc on va dire que c'est un monsieur qui sait un peu de quoi il parle quand il s'agit d'agir vite et bien, parce qu'il a quand même conquis la moitié de l'Europe pendant un laps de temps de 30 ans. Donc on va voir ce que ce monsieur Auguste avait comme mantra. Ce qu'a été son motto, quelle était sa devise. Sa devise, c'était Festina lente. En latin, festina, ça veut dire, c'est comme les montres suisses, hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. Et c'était, quand il est devenu empereur, l'ordre qu'il donnait à tous ses généraux. Et ces généraux étaient parfois un petit peu interloqués par cet ordre en apparence contradictoire. Je fais un petit peu un retour en histoire et je vais vous parler après de technologie évidemment, mais l'histoire c'est ma grande passion. On voit après que ça revient dans beaucoup d'autres maisons historiques, chez les Vénitiens, chez les Byzantins, encore les Romains, avec ce concept de dauphin et d'encre, la vitesse, la stabilité, le papillon et le crabe, vitesse, stabilité. Donc ça porte un nom. Un oxymore. Un oxymore, c'est deux termes contradictoires, festina lente, à toi lentement, une injonction paradoxale a priori, mais qui ne l'est pas, car elle consiste à demander de trouver l'équilibre dans la dynamique. C'est un peu comme pour un vélo. Si vous pédalez pas assez vite, vous tombez. Si vous pédalez trop vite, vous perdez le contrôle et vous tombez. Donc il faut trouver le juste milieu. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser la question, à votre avis, parmi ces trois éléments, combien de temps ça a pris pour les concevoir? Les pyramides, à peu près, vous direz combien de temps pour la grande pyramide de Khéops? Combien de temps ça a pris pour la construire? Ça a pris 25 ans. C'est pas mal quand même. La symphonie numéro 9 de Beethoven, à votre avis, combien de temps? Quelqu'un a une idée? Ça a pris 30 ans. 30 ans à Beethoven pour faire sa symphonie. C'est-à-dire quasiment plus que pour faire des pyramides. C'est quand même long. Il a pris le temps, le monsieur. Et pour faire le logo de Nike, qui est le logo le plus mondialement connu, etc., ça a pris 17 heures. 35 $ payés à un freelance. Je rigole pas. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? C'est qu'en fait, le temps qu'on passe à faire des choses, des chefs-d'œuvre, on s'en fout. Quelque part, Beethoven, il aurait pondu sa symphonie en 10 heures, ça n'aurait rien changé au fait que c'était une grande œuvre. La notion d'excellence du résultat n'est pas forcément tributaire du temps qu'on y passe. Les Égyptiens auraient mis 150 ans à faire la pyramide, vous auriez dit, d'accord, ça ne change rien, c'est quand même des super pyramides. Alors, ces notions-là, elles sont historiques, vous allez me dire, quel sens ça a dans un monde qui va de plus en plus vite, en accélération constante. Donc ça veut dire que la vitesse augmente chaque jour. Concrètement,
on le retrouve dans, voilà, c'était dit en introduction, dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne. On parle de speed dating, on parle de cités connectées, on parle de 5G, de fibre optique, on envoie des fusées dans l'espace, ça va de plus en plus vite. Et on est passé quelque part de l'ère de l'oxymore, où la notion de résultat était un petit peu indifférenciée par rapport à celle du temps passé, à la question de mort. Toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. On passe à du trading à haute fréquence. Maintenant, on est sur des communications instantanées à l'autre bout de la Terre. C'est très rapide. Et la notion fondamentale dans laquelle baigne la société moderne, c'est vraiment d'imprimer encore plus de vitesse et à dynamique. Avant, il y avait une recherche d'équilibre. Maintenant, il y a une recherche d'augmentation de la vitesse. Est-ce que c'est pour la performance? On le verra. Alors, pour le recrutement, le fait d'avoir accès à des emails, de pouvoir avoir accès à des applications, d'avoir accès à des outils technologiques qui vont à la vitesse de la lumière, techniquement, hein, est-ce que ça constitue un progrès significatif? On pourrait le penser. Parce que, par exemple, pendant très longtemps, si vous aviez un bassin de main-d'œuvre qui était géographiquement localisé, là où vous étiez, on le sait bien d'ailleurs dans le Nord, les industries étaient concentrées ici parce que voilà, les gens venaient là où l'industrie était concentrée. Maintenant, on peut diffuser une offre d'emploi partout, même dans le monde entier, en un claquement de doigts. C'est quand même génial. Et les gens peuvent y répondre. Donc vous pouvez avoir accès à des talents qui viennent du bout du monde. Donc présenté comme ça, c'est quand même assez intéressant comme deal. Sauf que il y a quand même des effets qui sont bien connus des recruteurs. Bah, c'est le fait d'être tout simplement sous l'eau, de ne pas pouvoir gérer un flux de CV, de candidatures, et du coup de ne plus être capable de faire du bon résultat. Parce que dans cet afflux, il y a peut-être la perle rare, il y a peut-être la symphonie numéro 9 de Beethoven, mais vous ne saurez pas la trouver. Pour les recruteurs, les chasseurs vont courir après le talent rare, chasseur de tête. Il a peur pour celui qui a peur. Il a peur, et ça, c'est l'autre pendant en fait de la technologie, c'est qu'on est capable, à une grande quantité de personnes, sont capables d'aller attaquer le même profil. Et après, les gens ont peur. Ils se cachent. Ils sortent de LinkedIn. Ils avaient un profil LinkedIn, il y a beaucoup de personnes, chez les développeurs notamment, chez les commerciaux aussi, qui avaient un profil LinkedIn et qui partent. Ou alors, ils font ce genre de choses que je trouve encore plus intelligent. Un développeur qui était harcelé par des gens dans la Silicon Valley, très bon développeur, eh ben, il a décidé de créer un bot qui allait répondre automatiquement aux injonctions permanentes des recruteurs. Donc là, on tombe à peu près dans le n'importe quoi. Alors, ces notions de slow, je ne parle pas de la danse, que les moins de 30 ans ne peuvent pas trop connaître, hélas, mais je parle vraiment de cette notion qui infuse par réaction justement à l'accélération continue due à la transformation digitale. On le retrouve par exemple dans le slow food, avec Carlo Petrini qui a cette phrase que je trouve assez juste, on se bat, on est obligé de se battre pour aller plus lentement. On est aussi, alors ça c'est plus intéressant pour ce qui me concerne, qui vient vraiment du monde marketing commercial, slow business, c'est américain. A priori, c'est complètement à l'opposé de la doxa actuelle. Le business, c'est fait pour être de plus en plus vite. On veut plus des clients, la scalabilité, etc. On se bat pour avoir un tempo plus élevé. Non. Il y a des gens qui disent non, c'est pas possible. Il faut qu'on soit capable de gérer peut-être moins de clients, mais mieux, sur la durée, etc. Donc c'est vraiment un mouvement de fond. Alors, on comprend, je pense assez intuitivement, que le fait d'accélérer, ça se heurte, quand je parlais de la vitesse de la lumière, ça se heurte à la vitesse simplement de pensée humaine. Et ça a trois conséquences. La première, c'est que voilà, si on va trop vite, on fait des erreurs. Bon, ça c'est un peu évident, je ne vais pas non plus m'y attarder. La deuxième, c'est aussi que ça entraîne des problèmes de communication. Si vous êtes vous êtes recruteur, vous êtes dans votre ligne, vous ne savez pas ce qui se passe à côté. Et ça se trouve, par rapport à votre recrutement, il y a votre collègue qui a la bonne ressource, inversement.
mais vous êtes trop pressé, vous n'avez pas le temps de parler à votre camarade, à votre collègue, et donc il y a des pertes en ligne. Et ensuite vient la problématique de gestion de flux. Alors ça, c'est peut-être un peu moins évident, c'est très évident en marketing. Pour comprendre ce que c'est une gestion de flux, c'est simplement, vous avez quelque part un peu des ratios. On va dire que pour avoir une candidature valable, vous avez à peu près 30, 40, 50, 100 candidatures. Pour avoir un recrutement, il vous faut 10, 15, 20 candidatures valables, plus ou moins. Donc on voit que c'est des flux. Et alors quand c'était des flux qui étaient avec des CV envoyés, lettres manuscrites, donc des petits flux, ça se gérait à l'échelle humaine. Mais quand on est sur des flux qui sont de l'ordre de milliers et de milliers de données qui sont envoyées par email, qui sont envoyées par réseaux sociaux, eh ben on ne peut plus humainement le faire. Et on ne peut plus le faire non plus avec un fichier Excel. Notez-le. Donc, on va devoir trouver d'autres approches. Parce que l'humain, comme je l'avais expliqué, en fait, a deux modes de pensée. Donc ça, c'est un chercheur américain qui s'appelle Daniel Lehnman qui a expliqué ça. On a vraiment ce côté rapide avec de l'émotion, des émotions basiques qui sont la peur, qui sont l'envie, etc. Sur lequel jouent beaucoup d'ailleurs les marketeurs en distribution, avec les PLV. Et puis on a un mode de décision plus lent, et là on rejoint d'ailleurs un peu la pleine conscience. On le voit avec, sur la partie, cette partie-là, conscient, où on prend des décisions et on a le temps d'y réfléchir. Et à votre avis, le recrutement, dans quelle catégorie il devrait être? La 1 ou la 2? La 2. Et concrètement, on voit que très souvent, on se retrouve dans ce cas de figure-là, parce qu'on n'a pas le temps. Donc on rentre dans la négociation avec la personne, on lui dit mais il faut se décider maintenant, là, allez, je te fais 2K € en plus et tu signes. Moi, ça m'est arrivé, j'étais consultant en ESN, donc c'était comme ça que j'étais recruté. Bon, ça a bien marché, mais pour certains, ça ne marche pas du tout. Alors, pour schématiser un peu tout ça, voici un petit peu le type de process de recrutement qu'on pourrait trouver. C'est un schéma, c'est vraiment très grossier, hein, mais vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, il y a un petit peu deux modes. Il y a un mode pas candidat, un mode candidat. Et quand on n'est pas candidat, avant de commencer à rentrer sur la première interaction avec la marque via une offre d'emploi ou une approche directe, vous n'existez pas. Il n'y a rien. Et une fois le process de candidature engagé, soit vous êtes embauché, enfin, soit le candidat est embauché, youpi, et soit il retourne dans le néant. C'est vrai qu'on appelle ça le process de stop and go, c'est-à-dire en fait, on n'a rien, on avance très vite et on n'a rien. J'ai introduit aussi le concept de time to fill. Désolé de l'employer en anglais, mais c'est comme ça que généralement on fait. Donc qui sert à déterminer en fait le temps passé, et ça c'est un métrique qui est souvent utilisé en recrutement. Et on va voir en fait quelles conséquences ça a quand on va passer au slow recrutement. Alors, petite précision, toujours sur le parallèle qu'il y a entre recrutement et marketing commercial. Il faut savoir que pendant très longtemps, c'est aussi comme ça qu'on faisait du business. C'est-à-dire que le client était complètement inconnu. On faisait de l'approche directe, on faisait des appels à froid, et après on pitchait, hop, et après on espérait que ce soit un client, et si ce n'était pas un client, ben on l'oubliait. Et ça marche encore comme ça dans pas mal d'entreprises, hélas. Là, on va passer sur, je regarde le temps, 2 minutes, mais j'ai un peu plus. Le slow recrutement. Là, on introduit vraiment de manière différentielle avec ce que j'expliquais avant. Contrairement à... Alors, je ne veux pas aborder l'aspect technique du CRM, pas CRM, ATS, etc. Je pense que si jamais vous voulez en discuter avec moi, j'adore la technique, on pourra le faire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, vous voyez qu'on est capable d'avoir un œil, de vous avoir un œil sur les candidats qui ne sont pas du tout encore dans le process, qui sont des leads, on appelle ça des leads. Ah, c'est pas le bon terme, pardon. C'est des leads candidats, des potentialités de candidats. Et eux-mêmes seront au courant de ce que vous avez apporté, votre EVP, votre Employee Value Proposition, votre valeur ajoutée en tant qu'employeur, ce que vous pourrez leur apporter. Donc vous créez un contact bien plus en amont, de manière à avoir déjà une première approche, une première connaissance
comme on a une connaissance client, avoir une connaissance candidat très en amont et être capable de faire une détection des profils qui vont vous convenir et auxquels vous allez convenir. Alors, cette partie-là, donc là, la partie sourcing, la partie vraiment détection en amont, c'est ça qu'on appelle l'inbound recruiting. Le slow recrutement, on va dire, il y a d'autres choses qui existent en fait dans le process vraiment de candidature, de fait de rencontrer la personne. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais vraiment vous parler de cette partie très en amont, donc l'inbound, qui consiste à d'abord attirer la personne. Mais attirer la personne, ça nécessite d'avoir du contenu. Et du contenu qui soit, comme disait Thomas, intéressant pour le candidat. L'idée, c'est pas de parler de vous. Si on se dit les choses en face, quelque part, les candidats passifs, potentiels, etc., ils s'en fichent un peu de vous. Hein. Ce qui les intéresse, c'est eux, c'est leur propre avenir, le deal que vous allez passer avec eux pour leur futur. Donc c'est un process qui a 4 étapes. Désolé pour le visuel qui bave un peu. Le process qui consiste en fait à aller de plus en plus loin dans une boucle d'engagement à travers du contenu. Ça consiste à apporter des vrais messages, des messages humains, écrits par des humains, ce n'est pas des offres d'emploi écrites par des machines, c'est des vrais messages écrits par des humains. Avoir une vraie stratégie de réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous interagissez vraiment avec des community managers qui sont formés pour ça, pour créer cet esprit de communauté pré-ATS. On n'est pas encore dans la gestion de candidature avec un CV. C'est ça la vraie logique. Et là, quelque part, c'est là où vous créez un lien humain avec la personne. Vous n'êtes pas simplement sur « vous sortez de nulle part, salut, est-ce que vous voulez travailler pour moi, oui, non ?» Là, c'est un travail sur le long terme. C'est pour ça qu'on parle de slow recrutement, sur le long terme. Mais le fait de travailler, je vais revenir sur le slide précédent, le fait de travailler plus en profondeur sur l'humain, sur la connexion que vous pouvez générer entre votre marque employeur et le profil du candidat, vous permet de faire gagner du temps à la fin. Donc ça, l'idée aussi de Festina Lente. On prépare bien les choses, on cherche un équilibre en amont pour qu'après, en aval, quand les choses se déclenchent, on soit capable d'aller beaucoup plus vite. Si vous avez apporté de l'information à la personne, vous serez en mesure de la qualifier plus facilement parce que vous avez des informations sur elle dans votre base de données. Vous serez capable, pendant l'entretien, d'avoir un niveau d'échange qui sera bien plus haut parce que vous partirez déjà d'une connaissance de l'écosystème que vous avez à proposer. Et pour la décision du candidat aussi, c'est très important. Il aura déjà commencé à mûrir sa décision dès les premiers stades de la conversion. Donc ça, c'est une technique qui est très utilisée en marketing. C'est donc l'inbound marketing qui est actuellement, plus qu'une tendance, c'est vraiment la façon de faire des affaires. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du marketing qui cherche à vous presser, urgent, attention, vous n'avez plus que 2 jours avant d'acheter. Là, on est sur une logique, on va bien vous préparer, vous envoyer beaucoup d'informations. Comme ça, vous ferez votre choix de façon éclairée. Ce qui évitera aussi le turnover par la suite. Un mot de conclusion, un mot. Alors, conclusion, voilà, je vais y arriver. Tout de suite. Donc, un mot, vraiment. C'est un modèle voilà, qui correspond à plusieurs réalités. Je n'ai pas abordé le sujet de la rentabilité économique, mais c'est évidemment un point très important. On passe d'une logique réactive, chiffrée, de tracking ATS, le T ça veut dire tracking, hein, on n'est pas dans le management, et court-termiste, à une logique plus proactive, plus humaine, parce qu'elle est proactive, une logique de management. La personne, je n'ai pas évoqué ça, mais l'œil à la fin aussi, on garde un œil sur les personnes qui ne sont pas prises, et long-termiste. Voilà, c'était un peu plus d'un mot. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement et construisez votre empire. Allez jusqu'à Rome.